Bonjour à toutes et à tous. On continue le CM, le 8e sur population et migration, avec une deuxième vidéo sur les pays de destination et les pays de départ. Alors déjà, il faut bien avoir en tête qu'un même pays peut être bien sûr à la fois un pays de départ et un pays de destination, et aussi, j'ai pas pris le temps de développer un pays de transit, c'est-à-dire un pays, on va dire, étape dans une migration. Et donc, voilà, ça peut être un même pays, mais on va voir les grandes catégories. Et puis, il faut aussi avoir en tête que la situation migratoire de nombreux pays évolue. Un pays qui a été un pays de départ peut devenir un pays de destination ou inversement. Et on va commencer par regarder les pays de destination. Des fois, on parle aussi de pays d'accueil. Et faire un état des lieux, voir un petit peu en termes de chiffres, où est-ce comment ça se répartit. Déjà, pour commencer, le solde migratoire dans le monde. Donc le solde migratoire, c'est un terme qui est important à connaître du point de vue démographique et de géographie de la population. C'est la différence entre les entrées et les sorties de migrants. Donc s'il est positif, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entrées que de sorties, c'est-à-dire il y a plus de gens qui arrivent dans ce pays que de gens qui en partent. S'il est négatif, c'est l'inverse. Donc là, vous avez une carte avec les soldes migratoires sur la période 2010-2015. Donc les soldes migratoires positifs les plus importants, vous le voyez, concernent l'Amérique du Nord, la moitié nord de l'Europe et le Moyen-Orient. On a aussi quelques autres foyers, un peu moins importants, mais c'est les trois zones principales on va dire de destination. Et le pays où le solde migratoire est le plus important, ce sont les États-Unis. Donc sur cette période 2010-2015, c'est là où l'immigration est la plus importante dans le monde, avec un solde migratoire de 900 000 personnes par an en moyenne sur la période. C'est suivi par l'Allemagne et la Turquie avec des chiffres nettement plus bas, 350 000 personnes par an sur la période. Et si on rapporte ces soldes migratoires à la population totale du pays, là le classement est très différent. Parce qu'évidemment, comme toujours, si on regarde les chiffres absolus, c'est pas la même chose que si on regarde la proportion par rapport à la population. Le Qatar est classé premier, si on rapporte à la population le solde migratoire sur cette période, avec un solde migratoire annuel de 6% de sa population, suivi par le Liban et Oman, autour de 5%. Et là, si on compare donc le rapport à la population totale du pays, ce qui est intéressant, c'est de voir que les pays où le nombre absolu de migrants est important sont beaucoup plus bas dans le classement. Et je vais reprendre juste l'exemple des États-Unis pour illustrer. Les États-Unis, ça ne représente que 0,3% de la population en termes de solde migratoire. Donc ça donne une idée des dynamiques récentes des migrations. Mais ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est pour voir un peu on va dire prendre en compte les populations qui ont immigré il y a longtemps, et pas seulement les dynamiques les plus récentes, c'est de regarder ici les cartes avec le nombre d'immigrés vivant dans chaque pays et la proportion d'immigrés par pays. Donc à nouveau, une différence entre les chiffres absolus en nombre et la proportion de la population. Et vous voyez, c'est très différent. Alors je fais juste un petit... Non, rien du tout, c'est bon. Je me suis trompée de carte, je croyais qu'il y avait un truc à dire, mais là c'est bon. Donc, on reprend. Les pays qui accueillent le plus d'immigrés en nombre absolu, donc c'est la ligne nord où le nombre absolu, ce sont de loin les États-Unis, avec un nombre d'immigrés qui 48 millions, 15% de la population totale. Alors que si on regarde en proportion de la population, le classement est très différent, et assez différent, avec les Émirats Arabes Unis où c'est 87,3% de la population qui est constituée d'émigrés. Donc un pourcentage très important. Voilà pour on va dire les chiffres. On note une évolution, donc oui je l'ai dit, que les pays de destination peuvent devenir des pays de départ et inversement. On a un rapport aux migrations dans ces états de destination qui peuvent être très différents. Les migrations, elles peuvent être encouragées. C'est le cas des pays du Golfe, par exemple, dont on voit qu'ils sont importants dans la proportion élevée d'immigrés. Justement, je vous dis faire attention, je me trompe, c'est quand même dommage. Et au contraire, ces migrations, elles peuvent être découragées, avec de plus en plus des États qui mettent en place des politiques migratoires restrictives,
Donc il y a d'importants dispositifs de contrôle qui se déploient, ils peuvent être nationaux, gérés par les États, ou supranationaux, par exemple l'Union européenne. Donc ces dispositifs prennent plusieurs formes, hein. Ça peut être des dispositifs concrets comme des murs frontaliers, des forces de police spécifiques. Ça peut être au niveau législatif, des quotas d'immigration, des lois répressives. Et ils se concentrent, ces politiques migratoires, en grande majorité sur les migrants sans papier ou peu qualifiés. On reviendra un petit peu sur, justement, freiner les migrations, au contraire les encourager. On va regarder maintenant les profils des pays d'accueil pour voir un petit peu quelles sont les caractéristiques communes de ces pays de destination, hein, comment on peut les rassembler, faire une typologie, un classement, une catégorisation de ces pays de destination, qui peuvent être regroupés en plusieurs catégories. Tout d'abord, ceux qui accueillent le plus, ce sont les pays pétroliers. Ce sont des États qui sont peu peuplés, mais ils ont beaucoup de ressources pétrolières, ce qui leur donne une grande richesse. Et c'est là que les proportions d'émigrés, on l'a dit, dans la population totale, sont les plus importantes du monde. On a 4 pays avec plus de 50% de leur population constituée d'émigrés. Je vais déjà donner le chiffre pour les Émirats Arabes Unis, hein, c'était 87,3%, mais c'est le cas aussi à plus de 50% du Koweït, du Qatar et du Bahreïn. Et ces pays du Golfe, ces pays pétroliers, accueillent majoritairement des migrants venant d'autres pays des Suds. On a également, ça se voit dans ce classement ici, des petits territoires, qui peuvent être même des micro-États, notamment quand ils sont dotés d'un statut particulier. Vous voyez ici, par exemple, à Macao, en Chine, c'est 50% de la population qui est immigrée. C'est une région administrative spéciale. Un peu plus bas dans le classement, on retrouve Monaco, le Luxembourg, autour de 50% de la population qui est immigrée, parce qu'ils possèdent soit un statut particulier, soit des avantages fiscaux, et donc ça attire une population importante d'immigrés. On retrouve également dans les pays où la proportion d'émigrés est élevée, ce qu'on a appelé les pays neufs, les anciens pays neufs, c'est-à-dire ces pays qui ont été dotés d'immenses espaces peu peuplés et qui sont devenus des colonies de peuplement. On pense notamment au Canada ou à l'Australie. Vous voyez, la proportion d'immigrés est importante. Elle est supérieure à 20% dans les deux États. Donc au fur et à mesure, je décroît sur la proportion d'émigrés dans les États. Il y a également les démocraties industrielles occidentales. Donc là, le taux d'émigrés est compris entre 9 et 17%, et ça peut être des États, par exemple en Europe, comme l'Autriche, la Suède, le Royaume-Uni, ou les États-Unis, qui sont aussi qui vont rentrer dans cette catégorie, même si on peut aussi le mettre un peu dans les anciens pays neufs. Et enfin, dans les pays qui accueillent beaucoup d'émigrés, mais c'est beaucoup plus variable selon la conjecture politique, c'est les pays qu'on appelle de premier asile, qui reçoivent des flux massifs de réfugiés à cause de conflits dans les pays voisins. C'est le cas par exemple du Liban, le Liban qui accueille plus d'1 million de réfugiés syriens ou irakiens en fin 2015, c'est-à-dire 20% de sa population. C'est le cas aussi de la Turquie ou la Jordanie. Donc, ces pays qui, à cause de crises proches, accueillent beaucoup de réfugiés. Aussi, la proportion d'émigrés peut être très importante, mais beaucoup plus variable. Donc voilà pour les pays de destination. On va regarder maintenant les pays de départ pour voir un peu la situation de ces pays de départ. Et donc à nouveau, on va faire un peu un état des lieux. Donc là, vous avez les flux migratoires aujourd'hui, et entouré en vert, ça les fait ressortir, les principales régions de départ dans le monde. Si on regarde ici la liste des pays qui ont fourni le plus de migrants en 2015, alors là, vous avez ceux qui ont fourni le plus de migrants, et c'est ce graphique où il faut faire attention. Là, vous avez la proportion d'émigrés, pas classés, mais seulement dans une sélection de pays. Ils ont voulu faire ressortir dans plusieurs pays, mais c'est pas dans l'ordre, il y en a plein entre qui n'y sont pas. Faites attention à ce graphique, c'est dans une sélection de pays. Et donc là, cette fois, c'est en fonction de la proportion d'émigrés dans le pays qui, finalement, est plus représentative des réalités du pays. Si on regarde en nombre absolu, c'est l'Inde qui fournit le plus de migrants en 2015, c'est les chiffres de 2015, avec plus de presque 16 millions en fait d'émigrés.
mais ça représente une faible partie de sa population. Ça représente 1,2%, donc c'est vraiment une faible partie. Pourquoi c'est nombreux? C'est parce que c'est un pays où la population est importante. Mais ce qui est, on va dire, plus marquant, je dirais, c'est de regarder la proportion d'émigrés, hein, donc de personnes qui sont nées dans le pays et qui n'y sont plus, et notamment là où c'est le plus élevé, c'est en Bosnie-Herzégovine, où vous avez 45,6% de la population qui a émigré, donc quasiment la moitié de la population qui est née dans le pays n'y est plus. C'est quand même un chiffre très élevé. Alors il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Déjà parce que la Bosnie-Herzégovine est un État qui est devenu indépendant de la Yougoslavie. Donc il y avait des migrants qui étaient internes à l'époque de la Yougoslavie, qui sont devenus des émigrés internationaux après l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. C'est également un État qui a connu une guerre d'indépendance qui a causé plus de 2 millions de réfugiés, donc c'est des gens qui sont aussi dans d'autres États, un manque d'emploi et une pauvreté qui entraîne une émigration de la population en cherche, voilà, qui cherche des emplois, notamment parce que les membres de la famille qui émigrent dans d'autres pays envoient de l'argent aux membres de la famille restés en Bosnie-Herzégovine. On parle de remise. Et ça, justement, je vais un petit peu détailler parce que c'est un enjeu qui est assez fondamental pour les pays de départ, cet enjeu des transferts d'argent de la part des immigrés à leur famille, donc on appelle remise. J'ai une carte sur voilà, ces fonds, là ils appellent ça des fonds de migrants, c'est des remises, c'est des transferts financiers, et ces transferts sont un enjeu en fait essentiel pour certains pays de départ parce qu'ils peuvent vraiment contribuer de manière importante à l'économie de certains pays. C'est un argent qui est utilisé pour alléger la pauvreté, qui améliore la situation nutritionnelle, hein, ça c'est des études qui le disent, mais qui permet aussi la hausse des dépenses d'éducation et la diminution du travail des enfants dans les familles défavorisées. C'est un enjeu important du développement. Si on regarde, les chiffres absolus sont l'Inde et la Chine qui sont les principaux bénéficiaires des transferts d'argent, parce qu'ils ont une population importante qui a entraîné une diaspora importante. Une diaspora, c'est une diffusion de la population d'un État qui garde des liens avec l'État dont elle est partie. Mais si on regarde la part dans le PIB, sont plutôt des petits pays en développement qui bénéficient beaucoup de ces transferts de fonds. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est sur tous les continents. L'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Océanie. Vraiment, vous avez sur un top 10 tous les continents. Et les chiffres peuvent être très élevés. Vous voyez là, pour des chiffres en 2013, jusqu'à 40% du PIB du Tadjikistan, ce qui veut dire que presque, enfin un peu moins de la moitié, hein, donc 42%, de la richesse produite par le pays, hein, c'est ça la définition du PIB, provient des transferts d'argent des travailleurs émigrés. Je ne vais pas détailler sur le Tadjikistan, mais si ça vous intéresse, il y a un article que moi j'ai trouvé très intéressant, que j'ai mis en lien, sur justement l'utilisation de cet argent, puisque les Tadjiks en fait ont émigré pour la plupart en Russie. En fait, 13% de la population du Tadjikistan vit en Russie, et donc Juliette Clouzot s'intéresse à l'usage de cet argent qui est renvoyé, et c'est assez intéressant. Donc le Tadjikistan, juste pour situer, hein, vous avez une carte ici, c'est un pays d'Asie centrale où les habitants gagnent moins de 900 dollars par... enfin, le PIB par habitant est en dessous de 900 dollars. Donc une grande partie, donc on l'a vu, hein, en 2014, 40% du PIB, ça a réduit en proportion actuellement, à peu près un tiers maintenant du PIB en 2019, mais voilà, provient de ces transferts d'argent. Au total, à l'échelle mondiale, les transferts d'argent représentent 554 milliards de dollars en 2019, d'après la Banque mondiale, et c'est simple, hein, c'est 3 fois plus que l'ensemble de l'aide au développement dans le monde. C'est vraiment important. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'aspect plus négatif de ces migrations pour les pays de départ, c'est ce qu'on appelle le brain drain, la fuite des cerveaux en français. Et ça désigne le départ d'une population qualifiée vers d'autres pays pour obtenir un meilleur salaire ou de meilleures conditions de vie. C'est les États-Unis qui bénéficient le plus de ce brain drain, puisque 20% par exemple de tous les étudiants qui vont étudier à l'étranger vont aux États-Unis. Ils attirent beaucoup ces migrations, on va dire, qualifiées ou très qualifiées. Et ça peut être une difficulté pour le développement des pays de départ, de voir partir des individus qualifiés. Et là, je vais prendre l'exemple
du continent africain. 31% des diplômés de l'enseignement supérieur en Afrique quittent le continent, donc presque un tiers, alors qu'ils ne représentent que 4% de la population active sur le continent. Et c'est le cas par exemple des médecins, par exemple au Zimbabwe, entre donc 2010 et 2011, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, 43% des médecins du Zimbabwe ont émigré dans un autre pays. Donc ça fait un déficit de médecins dans ces États. On va regarder maintenant les catégories, pareil, faire une typologie des pays de départ, les différentes catégories des pays de départ, comme on l'a fait pour les pays de destination. Déjà, il y a les pays émetteurs de main-d'œuvre peu qualifiée. Donc c'est le cas où des migrants qui quittent leur pays dans l'espoir, on va dire, d'une vie meilleure pour eux et leur famille, et ils vont souvent occuper des emplois peu qualifiés dans les pays où ils arrivent. Alors, par exemple, les Philippines, où un habitant sur 10 vit à l'étranger, mais c'est le cas aussi du Bangladesh, du Mexique, Haïti, Maroc, Algérie, Mali, Sénégal, ça concerne beaucoup de pays. Donc on a les pays émetteurs de main-d'œuvre peu qualifiée, mais aussi les pays émetteurs de main-d'œuvre qualifiée. Donc ça, c'est ce dont on a parlé avec le brain drain, des migrants qualifiés qui quittent leur pays d'origine pour chercher de meilleures conditions de travail ou des salaires plus élevés. Et dans le cadre de la mondialisation, les FTN, les firmes transnationales, recrutent de plus en plus à l'échelle internationale. Par exemple, en Inde, beaucoup d'émigrants diplômés en informatique partent vers d'autres pays, et ça touche les pays développés, les pays moins développés. C'est une migration qui est fondée sur le capital humain, on parlera de capital humain dans la prochaine partie. Et puis, il y a les pays émetteurs de réfugiés. Pareil, on définira le statut bientôt. Ce sont des pays qui sont touchés par les guerres internationales ou des guerres civiles. Et si on regarde les chiffres du HCR, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est l'organe de l'ONU qui gère les réfugiés, ça touche 26 millions de personnes en fin 2019. Vous voyez sur la diapo que ça touche beaucoup le Proche et Moyen-Orient, avec des États comme la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, ainsi que les zones d'Afrique touchées par des conflits, que ce soit au niveau de la Corne de l'Afrique ou de l'Afrique centrale et australe. Donc, vous avez aussi un petit graphique en haut à droite où on voit que 68% de ces réfugiés sont originaires de 5 pays seulement. Alors en prenant en compte les réfugiés et les déplacés, vous voyez la Syrie, puis le Venezuela, l'Afghanistan, le Soudan du Sud et Myanmar, Myanmar c'est la Birmanie. Si on regarde l'exemple de la Syrie, qui est le pays avec la population de réfugiés la plus importante dans le monde actuellement. C'est un pays qui a été dévasté par la guerre, et cette guerre a poussé des millions de personnes à quitter le pays. En 2015, si on compte à la fois les réfugiés dans des pays, dans les autres pays, et les déplacés à l'intérieur du pays, c'est 11,7 millions de réfugiés syriens, pour une population totale avant la guerre de 23 millions de personnes. Donc ça veut dire que plus de la moitié de la population a été déplacée par le conflit. Et donc à l'intérieur, on a plusieurs catégories. 7,6 millions de déplacés dans le pays, 4,7 dans les pays limitrophes, qui ont une frontière commune avec la Syrie, et un peu moins de 900 000 dans les autres pays du monde. Ces réfugiés, ces déplacés ou réfugiés internationaux sont souvent on va dire, installés dans des camps, comme le camp ici de Zaatari en Jordanie, qui accueille des réfugiés syriens. C'est le plus grand camp du Moyen-Orient, avec 80 000 réfugiés, avec une situation très précaire et des conditions de vie difficiles, au milieu du désert. Et par exemple, pour cet exemple de la Jordanie, on considère que 93% des réfugiés syriens en Jordanie vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, des conditions extrêmement précaires pour les réfugiés syriens. En tout, ça fait un peu plus de 5 millions de Syriens réfugiés dans des pays étrangers, donc presque 30% de la population du pays. Donc un cas vraiment très marquant au niveau de pays on va dire, de départ pour des causes, pour les raisons de guerre et réfugiés. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie, et on s'intéressera un peu à comprendre les causes et les modèles d'immigration dans la prochaine vidéo.